Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto, celle du vendredi 6 mars 2026. Aujourd'hui on va parler de Volkswagen et de Audi, tous les deux touchés par un sérieux problème de fiabilité qui concerne leur moteur thermique le plus populaire. On parlera également de nouvelles informations concernant le Striker, qui sera le nouveau modèle break de chez Dacia, du nouveau Bridger, qui est un 4x4 tout-terrain inspiré Land Rover que va produire Renault, mais aussi de la marque chinoise Xpeng, ou Xpeng, vous dites comme vous voulez, qui change de stratégie et qui lance en Europe son premier modèle équipé d'un moteur thermique. On parlera également de Stellantis qui brade le prix de ses véhicules électriques pour essayer de vider un petit peu les stocks. Ce sont les sujets de cette vidéo du 6 mars, j'espère qu'elle vous intéressera. Si c'est le cas, je compte sur vous comme d'habitude pour le montrer en soutenant gratuitement ma chaîne. Vous pouvez pour ça laisser un petit like, booster cette vidéo si l'option apparaît chez vous, vous abonner pour les prochaines et bien sûr laisser un petit commentaire dans lequel vous donnerez votre avis sur l'actu de ce jour. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu l'occasion de parler de problèmes de fiabilité sur des moteurs thermiques. Et ben on va pouvoir remettre les compteurs à zéro aujourd'hui puisqu'on va parler de Volkswagen et de Audi, tous les deux pris dans une nouvelle plainte collective liée à un défaut de fiabilité de leur moteur. Malheureusement pour eux, c'est un problème qui risque de prendre pas mal d'ampleur vu le nombre de véhicules potentiellement concernés. Effectivement, le problème concerne l'un des moteurs qui a été le plus vendu par Volkswagen, son moteur essence 2 litres TSI 4 cylindres, qui a pour nom de code EA888. Alors la bonne nouvelle, c'est que ça ne concerne pas toutes les générations de Volkswagen et de Audi qui ont ce moteur, parce que c'est un moteur qui existe quand même depuis 2008, mais ça touche quand même pas mal de modèles différents qui ont été produits à partir des années 2018 jusqu'aux années 2026. Des modèles comme par exemple le Volkswagen Tiguan, la Volkswagen Passat, du côté de chez Audi le Q3, le Q5 ou encore le Q7, en sachant que ces moteurs-là sont aussi présents sur tout un tas d'autres modèles ultra populaires en Europe comme la Golf par exemple, mais que celle-ci pour l'instant ne fait pas partie des modèles potentiellement problématiques. On verra si ça change dans les prochains mois. Il n'y a pas de raison que ce soit pas le cas parce que c'est le même moteur. D'un autre côté, la Golf étant sacrément plus légère que les modèles SUV ou berline dont on vient de parler, on sait bien qu'un véhicule plus lourd, en général, le moteur travaille beaucoup plus et qu'un moteur qui travaille beaucoup plus, qui est beaucoup plus sollicité si vous préférez, a tendance quand même à vieillir moins bien. C'est peut-être la raison pour laquelle on n'entend pas trop parler de ces problèmes sur les Golf. Alors justement, le problème quel est-il? C'est une surconsommation d'huile qui a été détectée, qui serait due à une segmentation trop fine. La segmentation, pour faire très simple, c'est des espèces de joints métalliques qui sont autour des pistons d'un moteur et qui servent normalement à garantir l'étanchéité entre le piston et la paroi des cylindres qu'ils vont parcourir. Ça sert principalement à racler notamment l'huile qui va être présente sur les parois du cylindre pour éviter que l'huile remonte dans la chambre de combustion du moteur, afin d'éviter que l'huile soit brûlée en même temps que le carburant pendant les phases de combustion. Quand ça arrive, ça crée des dépôts. Pour faire très simple, c'est ce qu'on appelle l'encrassement, ce qui dans certains cas les plus extrêmes, et c'est d'ailleurs pour ça que le moteur 1,2 litre TCE de chez Renault est très connu, c'était l'un de ses plus gros problèmes de fiabilité, c'est que cette accumulation de dépôts peut entraîner une surchauffe locale qui peut entraîner elle-même la fusion de certaines pièces internes du moteur, et ça si ça arrive, le moteur est mort. Pour l'instant, chez Volkswagen, on n'en est pas arrivé dans des cas aussi extrêmes, mais cette surconsommation d'huile est expliquée justement par cette segmentation défectueuse qui laisse passer l'huile dans un endroit où elle n'est pas censée aller, ce qui cause deux problèmes, puisque l'huile ne restant pas dans le carter d'huile, le carter d'huile se vide plus vite que la normale, donc il faut faire l'appoint d'huile beaucoup plus régulièrement, mais surtout, ça crée derrière, à cause de l'encrassement, tout un tas d'autres problèmes. Et ces problèmes, ce sont justement ce qui est remonté par les plaignants de cette plainte collective, c'est que ces dépôts causés par la combustion de l'huile finiraient par s'accumuler et serait susceptible par exemple d'aller bloquer ou d'endommager la valve PCV qui normalement sert à expulser l'air du carter moteur, une valve PCV qui commencerait à déconner et qui entraînerait une augmentation de la pression dans le carter moteur, ce qui à terme entraînerait la défaillance d'autres éléments du moteur comme des fuites par exemple dans le joint de cache-culbuteur, dans les joints d'étanchéité de la distribution, ou qui peut aussi par exemple créer des fissures, des craquelures dans le carter d'huile qui sur ces modèles-ci n'est pas en métal mais en plastique composite, tout un tas de problèmes créés par un effet domino, puisqu'en fait c'est un problème qui entraîne un autre problème qui entraîne un autre problème, qui peuvent entraîner un fonctionnement irrégulier du moteur, des pertes de puissance, des pannes plus ou moins graves, dans les cas les plus extrêmes potentiellement un moteur HS, des problèmes qui arrivent assez tôt dans la vie de ce moteur. Il y a des cas où c'est arrivé à 75 ou 80 000 km, ce qui laisse penser que c'est pas des problèmes d'entretien mais vraiment des problèmes liés à la conception de ces moteurs, le problème étant que pour l'instant Volkswagen ne veut pas couvrir ce problème dans sa garantie constructeur. Alors on verra dans les prochains mois ce que ça va donner. Cette
plainte collective si les propriétaires victimes de ces problèmes de fiabilité obtiennent justice, ou s'il s'agit juste de cas isolés et que c'est dû à un mauvais entretien ou à une mauvaise conduite du véhicule. Le problème pour Volkswagen, c'est que c'est pas la première fois que ce moteur est au centre des critiques, puisque rappelez-vous, l'année dernière, il y avait eu une autre plainte collective concernant celui-ci, à propos de turbo qui commençait à dysfonctionner prématurément au bout de quelques milliers de kilomètres à peine, et dans ces cas-là, cette plainte collective s'était terminée par une prise en charge partielle du prix des réparations par Volkswagen. N'empêche que dans tous les cas, il va falloir sérieusement que les constructeurs européens se penchent sur les problèmes de segmentation sur leur motorisation. C'est vrai qu'on essaye de faire les segmentations les plus petites possibles pour essayer de diminuer un maximum les frictions pour optimiser toujours plus la consommation d'essence des moteurs. N'empêche que les problèmes de segmentation ont l'air d'être la base du problème de ce moteur 2 litres TSI. C'est aussi la base des problèmes du 1 litre de TCE dont on parlait tout à l'heure et qui a été au centre vraiment de la première grosse affaire de Motorgate, la première grosse plainte collective en France due à un problème de fiabilité de moteur. Dans mes souvenirs, c'est pareil pour les moteurs 1 litre EcoBoost de chez Ford et c'est pareil aussi pour le moteur 1 litre de PureTech. Le grand public a tendance à penser que les problèmes c'est le fait que la courroie baigne dans l'huile, mais non, le problème c'est la segmentation défectueuse qui laisse circuler trop librement l'huile et qui se retrouve justement à venir désagréger la courroie. Donc la course à l'optimisation de la consommation, pourquoi pas, mais si c'est pour se prendre des procès pour des problèmes de fiabilité à tout bout de champ, est-ce que le jeu en vaut vraiment la chandelle ? Tiens, vu qu'on parle de moteur thermique, on va aussi parler de Xpeng, que vous pouvez aussi prononcer Xpeng à la française, marque chinoise qui arrive petit à petit en Europe et qui vient de changer son fusil d'épaule. Jusqu'ici, elle ne comptait que sur des véhicules 100% électriques, mais voyant que ce marché est en train de ralentir en Europe, elle a finalement décidé d'y introduire un modèle à moteur thermique. Le premier modèle concerné par cette stratégie sera le G6, dont une nouvelle version appelée G6 E-Rev va arriver, version qui sera équipée d'un moteur essence 1,5 litre 4 cylindres, qui n'entraînera pas directement les roues mais qui fonctionnera comme un prolongateur d'autonomie. Je rappelle le principe, c'est de base une voiture électrique dont la batterie va être rechargée en temps réel par ce moteur qui va fonctionner à l'essence et qui va fonctionner comme un groupe électrogène qui va produire de l'électricité pendant que le véhicule roule en consommant de l'essence, électricité qui va ensuite recharger la batterie des moteurs électriques. Donc c'est une espèce d'hybride inversé qui dans cette version G6 RF devrait proposer 296 chevaux avec une autonomie totale annoncée en cumulant la batterie chargée au départ du véhicule plus le réservoir d'essence plein aux alentours des 1000 km d'après le cycle WLTCE. Faut tabler sur un petit peu moins parce que ce cycle-là est quand même beaucoup plus optimiste que le cycle européen WLTP, en sachant qu'il conservera l'architecture 800 volts des versions électriques du G6 qui lui permettra de recharger sa batterie électrique sur une borne de recharge rapide en seulement 20 minutes. La seule question à laquelle on n'a pas de réponse pour l'instant, c'est combien ça coûtera, mais on peut supposer que les prix seront rapidement dévoilés. On a également quelques actualités qui concernent le groupe Renault, puisque Dacia et Renault viennent de dévoiler deux nouveaux modèles, dévoilés partiellement, ils seront intégralement dévoilés avec tout un tas d'informations le 10 mars 2026, date à laquelle Renault va présenter son plan stratégique pour les futures années. En attendant cette date, il y a déjà quelques informations qui ont été publiées officiellement concernant par exemple le nouveau Dacia Striker. C'est le concept qui jusqu'ici s'appelait C-Neo et ce sera un break qui sera à la fois un peu plus grand et un peu plus haut de gamme que le Jogger actuel, qui est un autre break Dacia. Son esthétique extérieure sera celui d'un break surélevé, un petit peu à la manière d'un SUV, dont l'arrière affiche une toute nouvelle signature visuelle qui préfigure peut-être celle que les futurs modèles Dacia arboreront dans les futures années, avec deux feux en forme de T qui se rejoignent par une espèce de bandeau qui a un aspect carbone, mais c'est pas du carbone évidemment. Côté technique, la seule chose qui est à peu près sûre, c'est qu'on devrait retrouver sous son capot le moteur 1 litre de turbo essence qu'on connaît déjà chez Dacia sous le capot du Bigster, qui existe en plusieurs versions, l'essence GPL 120 chevaux, la micro-hybride GPL 140 chevaux, mais aussi une motorisation hybride d'un peu plus grosse cylindrée, un 1,8 litre essence qui fait 150 chevaux en full hybride. Du côté de chez Renault, c'est le Bridger qu'on s'apprête à dévoiler. On a quand même quelques petites photos de lui avant la présentation officielle du 10 mars. On sait pas grand chose à son sujet à part que sa longueur sera de 3,99 m, donc on est sur un véhicule type silhouette 4x4 compact. On sait pas d'ailleurs si ce sera un vrai 4x4, même si on peut se douter que les versions d'entrée de gamme seront probablement des tractions et qu'en option on pourra avoir les 4 roues motrices. On sait pas vraiment combien il va coûter, mais c'est pas un vrai problème parce que Renault a expliqué que ce véhicule serait réservé au marché indien et que même s'il y a de fortes chances qu'un véhicule comme ça fasse vraiment de très bonnes ventes en Europe, ce serait trop coûteux pour Renault de l'adapter à nos normes de sécurité et à nos normes CO2 et que ce serait très difficile d'en faire un produit rentable pour les marchés européens. Et d'ailleurs, en parlant de marché européen, on va terminer là-dessus. Stellantis vient d'annoncer qu'elle baissait le prix de ses véhicules électriques pour qu'ils soient à des tarifs équivalents de ceux à moteur thermique diesel. Alors là, on parle pas de tous les véhicules électriques, mais spécialement des utilitaires, donc tout ce qui va être Doblo, Berlingo. Ça va passer via des offres location longue durée qui vont commencer à partir
partir de 129 € par mois, peu importe la motorisation, que ce soit diesel ou 100% électrique. Une stratégie mise en place par Stellantis qui doit absolument vendre des utilitaires électriques en masse afin d'éviter des amendes CO2 européennes de plusieurs centaines de millions d'euros. Vaut mieux pour Stellantis en écouler beaucoup avec une très faible marge plutôt que de devoir payer toutes ces amendes, en sachant que même si c'est moins cher, reste toujours un problème à résoudre pour ces véhicules électriques, c'est que leur autonomie annoncée n'est que de 350 km WLTP maximum. On est bien loin des 700 à 800 que peuvent parcourir les versions diesel. Voilà, on a fait le tour pour ces petites actus du 6 mars. J'espère que la vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le montrer comme d'habitude, en laissant un petit like, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et en devenant un soutien via le bouton rejoindre sous cette vidéo. C'est à partir de 99 centimes par mois et c'est un réel gros coup de pouce pour ma chaîne. Merci à ceux qui jetteront un petit coup d'œil et puis écoutez, à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!